Donc, on va commencer par la première conférence qui sera présentée par mon amie, ma sœur aussi, qui m'a dit ma petite sœur et mon amie et mon coéquipière, professeur agrégé Wala Benklidis. Donc, les nouveautés dans le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration. Donc, merci cher maître, bonjour. Je tiens à remercier le comité d'organisation de m'avoir invité pour présenter les actualités de la prise en charge du cancer de la prostate résistant à la castration. Comme vous le savez, le cancer de la prostate résistant à la castration est défini par un taux de testostéronémie effondré avec une progression biologique du PSA, 3 augmentations du PSA à une semaine d'intervalle, dont 2 supérieures à 50% du PSA nadir, associé ou pas à une progression radiologique selon RECIST ou apparition de 2 lésions osseuses ou plus à la scintigraphie osseuse. Au cours de cette présentation, nous allons voir les traitements de première ligne du cancer de la prostate résistant à la castration et ceux de deuxième ligne. Donc, pour la première ligne, il y a le docétaxel, l'hormonothérapie de nouvelle génération avec abiraterone, enzalutamide, donc le radium 223, le CPL-CLT et les combinaisons avec les antiparp. Comme vous le savez, le docétaxel a montré sa supériorité par rapport au méthoxantrone en matière de survie sans progression et survie globale à travers de 2 essais de phase 3, le TAX 327 et le SWOG 99-16. Donc, de même, l'abiraterone a montré une réduction du taux de mortalité par cancer de prostate de 20% à travers l'essai de phase 3, COA 302, et l'enzalutamide, donc dans l'essai privé, était supérieur au placebo avec un gain significatif en médiane de survie. Donc, le radium 223 a été comparé au placebo dans l'essai de phase 3 à SYMPA, qui a inclus des patients résistants à la castration ayant des métastases osseuses, en l'absence de métastases viscérales, et donc il y avait des patients pré-traités par docétaxel et des patients non pré-traités, donc de première ligne, un phytodocétaxel, et c'est positif dans son objectif primaire et secondaire avec un gain significatif en survie globale, et à partir de cet essai, l'FDA a approuvé le radium 223 pour le traitement du cancer de prostate résistant à la castration avec des métastases osseuses en l'absence de métastases viscérales. Donc, qu'en est-il de la combinaison enzalutamide radium 223 ? Donc, cette association a été présentée à travers les CEPIS 3 par Silk Kilson, donc à l'ESMO 2024. Elle a comparé le radium 223 plus enzalutamide versus enzalutamide chez des patients résistants à la castration avec des métastases osseuses en l'absence de métastases viscérales. Donc, essai positif dans son objectif primaire qui est la survie sans progression radiologique avec un gain de 9% en valeur absolue de la survie sans progression radiologique. En analysant ce groupe, le bénéfice y est en dehors des patients âgés de plus de 75 ans et ceux donc pré-traités par docétaxel. Concernant les données de la survie globale, il y avait un gain significatif en survie globale, mais les données de la survie globale sont encore immatures. Donc, de point de vue toxicité, un peu plus de toxicité de grade 3, mais c'était gérable. Donc, les toxicités, c'est essentiellement l'hypertension, la fatigue et la présence d'un risque accru de fracture. Donc, cet essai a été commenté par Dr Fizazi à l'ESMO 2024. Pour lui, cette combinaison peut changer les pratiques. Donc, vu l'amélioration de la survie sans progression radiologique et même la survie globale, mais qui reste immature, si cette association est utilisée, il faut associer un protecteur de l'os, notamment donc le denosumab, mais un recul concernant la survie globale à long terme donc peut être nécessaire. Donc, le CPL-CLT a montré son efficacité à travers l'essai de phase 3 impact par rapport au placebo chez des patients résistants à la castration avec des métastases osseuses en l'absence de métastases viscérales. Et à partir de l'essai impact, donc l'FDA a approuvé le CPL-CLT pour les patients résistants à la castration avec des métastases osseuses en l'absence de métastases viscérales non pré-traitées par docétaxel. Qu'en est-il des combinaisons des antiparp? Donc, le HRD somatique au niveau tissulaire est présent dans 27,9% des cas.
alors que le HRD germinal ne présente que 10% des cas. Si on va faire la recherche germinale, on peut passer à côté de 50% des patients HRD. C'est pour cela qu'il est recommandé de faire directement donc, la recherche somatique. Donc, 3 essais ont étudié les associations anti-PARP avec hormonothérapie de nouvelle génération. Donc, le premier essai a comparé niraparib abiraterone versus abiraterone chez des patients HRD. Donc, cet essai était positif dans son objectif primaire, mais le bénéfice, il est important pour la population BRCA mutée. Et à travers cet essai, l'FDA a approuvé l'association abiraterone plus donc olaparib en cas de cancer de prostate résistant à la castration avec BRCA muté. Deuxième essai, olaparib abiraterone versus donc abiraterone, un bénéfice en matière de survie sans progression radiologique qui est manifeste en cas de BRCA muté et donc en matière de survie globale, le bénéfice n'est présent qu'en cas de mutation BRCA. Et à travers cet essai, le FDA a approuvé donc abiraterone plus olaparib pour les patients résistants à la castration avec mutation BRCA. Qu'en est-il de l'association talazo-enzalutamide versus talazo? Donc, c'est un essai qui a inclus des patients HRD et il était positif. Et à partir de cet essai, l'association talazo-enzalutamide est approuvée par l'FDA en cas de résistant à la castration avec HRD. Donc, au total, olaparib plus abiraterone en cas de cancer de prostate résistant à la castration avec BRCA muté, niraparib abiraterone en cas de BRCA muté, en cas de HRD, on peut donner le talazoparib plus enzalutamide. Donc, nous avons vu les traitements de première ligne. Maintenant, passons au traitement de deuxième ligne avec, comme vous le savez, l'abiraterone, l'enzalutamide, le radium-223, le cabazitaxel, les antiparp et le lithium PSMA. Donc, l'abiraterone après docétaxel est supérieur au placebo avec un gain de 4 mois en médiane de survie qui est significatif dans les SECO à 301. Donc, l'enzalutamide aussi améliore les données de la survie globale par rapport au placebo avec donc 37% de réduction du taux de mortalité. Et donc le radium-223 dans l'essai précédent donc, a inclus cet essai des patients en deuxième ligne qui étaient positifs. Donc le radium-223 peut être utilisé soit en première ligne, soit en deuxième ligne. Pour le cabazitaxel, après docétaxel, il a été comparé au méthoxantrone et il a montré un gain significatif en médiane de survie aussi aux alentours de 4 mois. Passons maintenant aux antiparp, donc l'essai profond de phase 3 a comparé olaparib versus donc le choix de l'investigateur chez des patients résistants à la castration avec la présence de mutations BRCA1 ou 2 ou ATM. Donc, dans la population globale, il y avait un gain en survie globale. Mais en analysant ce groupe, le bénéfice n'y est qu'en cas de mutation BRCA, pas de bénéfice en cas de mutation ATM. Donc, le rucaparib aussi a été comparé au choix de l'investigateur chez des patients résistants à la castration après progression sous hormonothérapie de nouvelle génération et c'est avéré supérieur donc chez les patients avec mutation BRCA, même en analysant ce groupe en fonction du traitement utilisé par l'investigateur. Le rucaparib fait mieux que le docétaxel en cas de mutation BRCA et il fait mieux que l'hormonothérapie de nouvelle génération en cas de mutation BRCA. Donc au total, les Américains donnent donc l'olaparib en cas de cancer de prostate résistant à la castration après progression sous hormonothérapie de nouvelle génération HRD et le rucaparib en cas de mutation BRCA, alors que les Européens donnent donc l'olaparib seulement pour les patients résistants à la castration avec mutation BRCA. Pourquoi cette différence? Parce que l'analyse en sous-groupe n'a pas montré un bénéfice en cas de mutation de l'ATM. Elle a montré un bénéfice dans la population globale, mais pas dans la sous-population avec mutation de l'ATM. C'est pour cela l'UEMA donne donc l'accord pour l'olaparib seulement pour le cancer de prostate résistant à la castration en deuxième ligne en cas de BRCA muté.
Passons au lithium PSMA. Donc, l'essai Vision de phase 3 a comparé le lithium PSMA versus le choix de l'investigateur chez des patients résistants à la castration, après progression cette fois-ci sous hormonothérapie de nouvelle génération et sous docétaxel. Donc, cet essai était positif en survie globale et donc il faut que les patients avaient des métastases qui fixent donc au PET-PSMA pour pouvoir recevoir le lithium PSMA. Donc, essai positif. Et à l'ESMO 2024 ont été présentés les résultats de l'essai de phase 3 SPLATCH qui a inclus des patients résistants à la castration et ont progressé sous hormonothérapie de nouvelle génération avec au PET-PSMA une fixation qui dépasse celle hépatique. Le lithium PSMA versus abiraterone ou enzalutamide en fonction de l'hormonothérapie utilisée antérieurement et c'était un essai positif en survie sans progression radiologique, mais les données de la survie globale sont encore immatures. Maintenant, le pembrolizumab. Donc, cette revue de la littérature publiée en 2024 nous donne des idées que le PDL1, c'est pas un marqueur de sensibilité, vu qu'il est généralement bas en cas de cancer de prostate. Pour le DMMR, il est présent dans 3 à 5% des cancers de prostate. Et généralement, c'est un marqueur de sensibilité des cancers de prostate. Cependant, il n'y a pas d'essai prospectif dédié à cette entité intéressante. Mais il y a des essais qui ont englobé les cancers solides non digestifs qui ont montré un bénéfice du pembrolizumab en cas de DMMR, notamment le cancer de la prostate. Donc, à l'ESMO 2024, cet essai niveau IPI pour les patients résistants à la castration avec un DMMR ou bien mutation BRCA ou bien mutation CK12. Donc, cet essai était positif dans son objectif primaire un peu bizarre qui est la survie qui dépasse les 6 mois dans un taux dépassant les 22%, donc essai positif dans son objectif primaire. Mais ce qui est important dans cet essai, que le point de sensibilité, le marqueur de sensibilité, c'est les DMMR, comme vous le voyez dans cette courbe-là, avec un taux de 85% après 6 mois. Passons aux recommandations internationales. Donc, selon l'NCCN 2024, c'est chez les patients résistants à la castration, non pré-traités par docétaxel, ni hormonothérapie de nouvelle génération, il est préféré de donner l'abiraterone ou l'enzalutamide ou le docétaxel. Donc, il faut laisser l'association niraparib-abiraterone ou olaparib-abiraterone pour les patients résistants à la castration avec BRCA muté. Talazou, enzalutamide, c'est les patients résistants à la castration avec HRD. Donc, le radium 223 en cas de métastase osseuse isolée, en l'absence de métastase viscérale, ou bien le cipulocel T. Chez les patients qui ont progressé après docétaxel et n'ont pas reçu une hormonothérapie de nouvelle génération, il est préféré de donner l'hormonothérapie de nouvelle génération, puis le cabazitaxel. Donc, le recommandation grade 1 pour l'abiraterone ou bien l'enzalutamide. Après, il y a le cabazitaxel. Donc, les autres situations, en cas de mutation BRCA, il ne faut pas oublier l'association possible d'hormonothérapie de nouvelle génération avec les antiparp. Et il y a toujours le radium 223, les supilocel T. Pour les patients qui ont progressé sous hormonothérapie de nouvelle génération et qui n'ont pas reçu le docétaxel, donc il est préféré de donner le docétaxel, sinon le laparib en cas de mutation BRCA ou le rucaparib avec niveau grade 1. Pour les patients qui ont progressé après docétaxel et après hormonothérapie de nouvelle génération, donc il est préféré de donner le cabazitaxel, sinon il y a le rechallenge du docétaxel et le laparib, donc en cas de mutation BRCA, le lithium PSMA en cas de métastase qui fixe au PET-PSMA. Donc pour l'European Association of Urology, le traitement doit être adapté selon l'état général du patient, les traitements reçus, les caractéristiques génomiques, etc. Donc chez les patients qui ont progressé après hormonothérapie de nouvelle génération, le Taxotere reste le standard.
s'il n'a pas été prescrit en première ligne. Donc, il ne faut pas oublier l'association abiraterone plus olaparib en cas de mutation BRCA, talazou enzalutamide en cas de HRD. Donc, il faut donner le cabazitaxel après l'hormonothérapie de nouvelle génération et non pas l'inverse. Et le lithium PSMA chez les patients résistants à la castration avec des métastases qui fixent au PSMA avec une fixation qui dépasse celle hépatique. Donc, les recommandations de l'ESMO remontent à l'an 2023. Donc, comme vous le savez, l'hormonothérapie de nouvelle génération elle est prescrite généralement chez les patients peu ou asymptomatiques. Il y a le docétaxel, donc, avec catégorie grade 1, essentiellement pour les deux, mais essentiellement pour les formes symptomatiques. Donc, l'olaparib chez les patients BRCA mutés et le radium 223 en cas de métastase osseuse en l'absence de métastase viscérale. Il ne faut pas donner l'enzalutamide après l'abiraterone et vice-versa. Et donc le lithium PSMA en cas de métastase qui fixe au PSMA. Merci pour votre attention. Merci, Dr Benkridis, pour cette excellente présentation et surtout pour avoir respecté le temps. Donc, est-ce qu'il y a... On va prendre une ou deux questions. Oui, professeur Ben Ahmed. Toujours dans la vraie vie. Donc, est-ce que vous utilisez docétaxel avant acétadabiraterone et quelle est la suite en cas d'échappement thérapeutique? Donc, sur le plan pratique, en cas de patient résistant à la castration symptomatique, on utilise le docétaxel. Si le patient il est asymptomatique ou peu symptomatique, on peut utiliser l'abiraterone. En cas de progression, on utilise le docétaxel après l'abiraterone, sinon l'abiraterone après docétaxel. Généralement, donc, ce sont en fonction des symptômes. Ça varie au cas par cas en fonction des patients. Ce n'est pas vraiment la vraie vie en Tunisie, parce que l'abiraterone n'a pas l'AMM ni le remboursement avant le docétaxel. Donc, il est remboursé après le docétaxel. Donc, ce n'est pas vraiment la vraie vie, parce que la vraie vie en Tunisie, tous les malades résistants à la castration, c'est le docétaxel en première ligne. Si on va se limiter par contre, si on veut faire la demande et faire des recours, on peut très bien suivre les recommandations, prescrire l'abiraterone pour les malades asymptomatiques et donc garder le docétaxel par la suite. La vraie vie en Tunisie, elle est fixée par les AMM et les remboursements. Merci beaucoup. Donc, on va très bien pas dans la vraie vie de la Tunisie, bien sûr, dans le monde, on va vers un traitement plutôt personnalisé en situation résistant à la castration. Donc, je vais passer la parole à ma co-chairwoman, très belle co-chairwoman, une jeune, qui va donner donc la parole à la conférence suivante.